Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Joliba TV News, bienvenue dans votre émission Fait marquant qui retrace l'histoire dans son ensemble et qui revient sur les faits notables, saillants, singuliers et éblouissants de la société. Alors, cette société contemporaine et ancienne. Et dans ce programme, la parole est donnée à des personnes qui sont marquées par des événements ou un événement particulier. Fait marquant évoque des sujets d'intérêt public dans un espace d'échange et de compréhension. Alors, nous parlons d'une thématique importante aujourd'hui. Il s'agit de la violence faite aux femmes ou la violence conjugale. Le cas précis de l'assassinat de Mariam Diallo par son époux. Et pour la circonstance, nous recevons sur ce plateau M. Cheikh Tidiane Diallo. Il est acteur de développement des jeunes, développement communautaire. Il est également acteur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, directeur pays de IDC et société œuvrant dans les mines. Je vous rappelle qu'il est le grand frère de la victime Mariam Diallo. Alors, Monsieur Cheikh Tidiane Diallo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir. Le plaisir est pour moi. Alors, nous parlons aujourd'hui d'une thématique importante, violence conjugale. Et vous avez vécu et vous continuez toujours de recevoir des cas chez vous. Violence conjugale ou violence basée sur le genre, c'est quoi exactement? Alors, vous savez, il y a plusieurs définitions liées à la violence basée sur le genre, mais c'est essentiellement les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques que peuvent subir des individus, essentiellement les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes. C'est pour ça qu'on parle de basé sur le genre, parce qu'il y a aussi des hommes victimes. Dans le cas du Mali, le cas des hommes victimes n'est pas aussi important que celui des femmes, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus des violences faites aux femmes. Voilà. Alors, vous avez vécu ça dans votre famille. Je rappelle que vous êtes le grand frère de la victime. Le cas précis dont nous parlons aujourd'hui, Mariam Diallo, qui a été assassinée par son époux, dont vous êtes le grand frère. Comment avez-vous reçu la nouvelle, la triste nouvelle? Alors, j'ai été appelé vers 6h30 du matin par le petit frère de l'époux de ma sœur, et qui m'a demandé, après avoir entendu des bruits, probablement une querelle, de me déplacer rapidement vers le domicile conjugal. Ce que j'ai fait, et je les ai trouvés dans la chambre, les portes étaient fermées, et j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que la porte soit ouverte, qu'il me laisse parler à ma sœur. Chose auquel il avait répondu à l'époque, qu'il l'avait giflé, qu'elle était énervée, donc qu'elle ne souhaitait pas s'exprimer. Et il n'a pas dit qu'est-ce qui l'a énervé, si c'est Mariam Diallo qui l'a énervé, et à la suite, il l'a giflé. Non, sur le coup, on pensait que il y avait eu une querelle et qu'elle était véritablement énervée. Mais au fur et à mesure du temps qui passait, j'ai compris que ça ne pouvait pas être cela, parce que je connais les relations que j'ai avec ma petite sœur, donc quel que soit ce qui a pu se passer entre elle et son mari, elle aurait quand même réagi, elle m'aurait dit qu'elle est là. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on a demandé quand même à ce que la police intervienne. Et le temps que la police arrive, j'ai défoncé la porte, quoi. Et c'est là que le drame était déjà commis. Le drame était déjà commis depuis. Voilà. Mariam Diallo, est-ce qu'il y a-t-il des précédents? Des précédents avant le drame, puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu aussi. Oui. Est-ce que vous avez eu des échos bien avant ce jour? Oui, disons qu'avant ce jour-là, elle avait un certain nombre de fois été victime de violences. Oui. Par le même époux. Par le même époux. Il y a une fois où je me suis même déplacé à leur domicile, justement pour aller m'entretenir avec lui. C'était la première fois qu'elle m'en parlait. Ça avait été assez sérieux ce soir-là. Et je lui avais expliqué que j'estimais que, nous sommes des humains, ce genre de choses peut arriver, mais ça ne doit absolument pas perdurer. Continuer. Voilà, ça ne doit pas se reproduire. Entre-temps, je me suis déplacé au Burkina, j'étais affecté là-bas pendant 1 an et demi, 2 ans. Et c'est par la suite que j'ai compris que ça avait continué pendant mon absence. Quand je suis rentré en 2014, et entre 2014 et 2015,
Nous avons compris que son époux, à l'époque, avait beaucoup de problèmes avec l'alcool. Peut-être sans avoir d'autres preuves concrètes, hein, peut-être avec des drogues légères ou des drogues dures. Mais nous étions conscients quand même que l'alcool était un facteur déterminant parce qu'il disparaissait certains jours, 2-3 jours à la fois. Il était absent les soirs, il revenait dans des états difficiles. Nous avons été à plusieurs reprises obligés d'aller le chercher dans des endroits où il y a beaucoup de consommation d'alcool et autres choses qui se passent. Et il a eu aussi beaucoup d'accidents de la circulation, beaucoup d'événements où on a été obligé de se déplacer. Tout cela lié un peu à l'alcool, mais peut-être même à une instabilité psychologique, voilà, décuplée par le fait de consommer de l'alcool. Est-ce qu'il vivait un moment de dépression, le mari? Alors, je ne saurais pas dire. Je ne suis pas psychologue. Il n'a pas vu de médecin dans ce cadre-là. Je sais qu'à un moment donné, la famille se préparait à l'envoyer à l'étranger quand même pour essayer d'aller voir des médecins pour traiter le problème d'alcool, non pas le problème psychologique, parce que bon, à ce moment-là, il n'y avait pas de preuves qui justifiait qu'il avait des problèmes psychologiques. Donc on voulait aller traiter le problème d'alcool. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Fait marquant qui retrace les faits notables, saillants, singuliers de la société ancienne et contemporaine. Et nous parlons de la violence conjugale, le cas précis de l'assassinat de Mariam Diallo le 5 février 2015. Mariam Diallo a été sauvagement assassinée. Certains parlent de 37 et d'autres parlent de 40 coups de couteau par son époux Soumaïla Diko dans leur domicile à Bakodi Koroni, ACI. Si la régie le permet, nous allons suivre ou découvrir qui est Mariam Diallo. Mariam Diallo qui a été assassinée par son époux à Bakodi Koroni. Son époux s'appelle Soumaïla Diko. Nous allons suivre cet élément juste après. On revient. Elle, c'est Mariam Diallo, d'une beauté naturelle, avec un sourire captivant et un visage expressif tournée vers l'avenir. Mariam Diallo est la fille unique de l'ancien ministre de l'Agriculture, El Madani Diallo. Elle fut secrétaire particulière de la ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en 2015, et la même année, précisément le 5 février, Mariam Diallo sera sauvagement assassinée par son époux Soumaïla Diko dans leur domicile à Bakodi Koroni, ACI. Nous sommes à Bamako. Certains évoquent 37 et d'autres 40 coups de couteau. Ce dernier est connu pour ses crises de jalousie excessive, mais aussi pour sa dépendance à l'alcool, et c'est son épouse Mariam Diallo qui en a payé les frais de sa vie. La victime laisse ainsi derrière elle un petit garçon d'1 an et demi. Selon certaines sources, Mariam Diallo se sentait parfois surveillée par son mari, même jusque sur le lieu de son travail. Le mercredi 28 novembre 2015, le prévenu a été condamné à 10 ans d'enfermement. Une peine que la famille de Mariam Diallo trouve insuffisante à l'époque. Même si le coupable semble regretter ses gestes devant la cour, les traces de sang de ce crime sont impossibles à éliminer. Cette histoire macabre restera un fait marquant et gravé dans les mémoires. Mariam Diallo est aujourd'hui à l'image de ces nombreuses femmes qui tombent sous les coups de leurs conjoints. De retour sur ce plateau, vous avez suivi qui est Mariam Diallo. Alors, Mariam Diallo est la secrétaire particulière de la ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Il s'agit bien de la fille unique de l'ancien ministre de l'Agriculture, El Madani Diallo. Alors, cher invité, Monsieur Cheikh Tidiane Diallo, vous avez suivi l'élément avec nous. Vous pouvez revenir un peu sur le parcours de Mariam Diallo. Oui, alors, faut savoir que nous n'étions que deux. Il y avait quand même une dizaine d'années qui nous séparaient. Donc, effectivement, elle revenait depuis peu de ses études quand elle a rencontré Soumaïla. Et bon,
elle finissait ses études, elle avait commencé à faire des stages, elle commençait à travailler. Et donc, au départ, les choses avaient l'air de bien se passer. Et ils ont même eu un enfant. Et donc, c'était une petite sœur aimante, une épouse aimante, une amie, une grande amie, une sœur. C'était vraiment quelqu'un de très, très bien, qui avait vraiment souci des autres, Oui. et qui s'impliquait beaucoup au sein de la famille afin que nous tous puissions trouver un certain équilibre. Voilà, je rappelle aussi que Mariam Diallo se sentait surveillée par son mari. Et selon les investigations que nous avons eues des précédents, quand je parlais tout de suite des présidents, Mariam Diallo était surveillée par son mari puisqu'elle avait des crises de jalousie. Alors, surveillée par son mari, je ne saurais pas dire. Crise de jalousie, oui, on peut avoir des crises de jalousie. Je sais qu'à un moment donné, c'était assez difficile. À plusieurs reprises, effectivement, elle avait évoqué le souhait de sortir de ce mariage. Et voilà, notre point de vue avait toujours été, écoute, on va te suivre, on va œuvrer, travailler à essayer de régler les problèmes. Elle avait éprouvé le sentiment de sortir de ce Oui, mariage. oui, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, elle m'avait touché par rapport à sa volonté de sortir de ce mariage, mais à chaque fois, après, elle remettait tout ça en cause en disant qu'elle souhaitait quand même, parce que dans le mariage, il y a des droits, il y a des devoirs, et son devoir était d'abord d'essayer d'aider, soigner son mari, retrouver un équilibre, et surtout permettre à l'enfant d'avoir une vie de famille. Voilà. Et donc, nous, on ne l'a jamais encouragé nécessairement, mais on a toujours été très en support des souhaits qui étaient les siens. Voilà. Alors, aujourd'hui, depuis 6 ans, ça fait 6 ans 6 ans et plus, en tout cas 6 ans plus quelques mois, que la scène s'est passée. La justice a rendu son dernier mot. Vous étiez là. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que la famille est satisfaite de cette décision D'ailleurs, quelle était la décision et est-ce que vous êtes vraiment satisfait de la famille? Alors, non, la justice n'a pas donné son dernier mot. Et à l'époque, non, nous n'étions pas satisfaits parce que nous estimons que la décision n'était pas à hauteur du crime qui avait été commis. Quelle était la décision de la justice? Alors, il a écopé de 15 ans d'emprisonnement avec possibilité d'une réduction de peine au bout d'une dizaine d'années, quoi. Oui. Et sachant qu'il avait déjà passé 2 ans sous les verrous, donc en réalité, oui, la décision à l'époque... on n'était absolument pas satisfait. Nous avons d'ailleurs même fait appel au niveau de la Cour suprême de cette décision, et la Cour suprême ne s'est pour le moment pas prononcée. Jusqu'à présent? Pas jusqu'à présent, non. Mais nous avons choisi de ne pas pousser outre mesure. Nous allons laisser la justice faire son travail. Et puis, bon, voilà. Voilà, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, entre parenthèses, la destination là où vit Soumaïla Diko? Oui, alors, je sais... Il est toujours en prison? Il est toujours en prison. Et il faut savoir que l'année dernière, j'ai pris sur moi même d'aller lui rendre visite. Donc, l'an dernier, ce que j'ai expliqué, c'est que je n'allais pas intervenir au niveau de la justice, mais au niveau personnel, quand même, j'allais lui donner mon pardon. Oui. Et j'allais lui permettre de se reconstruire, l'aider à se reconstruire, parce que le petit n'avait qu'1 an et demi à l'époque des faits. Oui. Et lorsqu'il sortira de prison à un moment ou à un autre, il va éventuellement être impliqué dans la vie de l'enfant. Donc, il serait... pertinent que nous l'aidions à se reconstruire, parce que, bon, voilà, pour le petit, quoi. Vous lui pardonnez? Oui, moi je lui ai pardonné. Est-ce que la famille aussi est sur la même onde? Alors, je ne parle pas au nom de la famille. Je sais qu'un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes ont pardonné. Pour d'autres, c'est très difficile, hein. C'est encore très, très, très difficile.
Mais je ne suis pas porte-parole de la famille, donc je ne vais pas... Tout à fait, vous n'êtes pas porte-parole de la famille. Ici, nous donnons quand même la parole à ceux qui ont vécu, ceux qui ont été marqués par un événement et l'assassinat de votre sœur, l'unique d'ailleurs que vous avez. Vous êtes deux. Oui, Vous êtes deux pour la famille. c'est ça, Et, nous étions deux, oui. Voilà. Aujourd'hui, la sœur n'est plus là. Quel est le sentiment que vous avez? Alors, oh là là, les sentiments sont multiples. Il y a un sentiment de peut-être ne pas avoir fait tout ce qui était possible de faire pour que cette tragédie ne se produise pas. Oui. Le sentiment de ne pas avoir fait assez pour la petite sœur, parce qu'à un moment, j'étais son recours, et puis bon, le fait de mon absence, et peut-être le fait de la pression sociale aussi, aura fait que peut-être qu'il y a certaines informations finalement qu'elle ne partageait pas pour éviter qu'il y ait plus de problèmes. Un sentiment de gâchis, vraiment de gâchis, parce que c'était une très belle âme, partie à la fleur de l'âge, laissant un enfant d'1 an et demi. Il était parti à quel âge? Qui ça? Mariam Diallo, puisque c'est d'elle que nous parlons. Alors, à l'époque, elle avait 30 ans. Ah, vraiment? Voilà, elle avait... Non, excuse-moi. Elle avait 35 ans. Ok. Au moment de... 35-37 ans au moment de son décès. Oui. Voilà, donc vraiment à la fleur de l'âge. Elle commençait professionnellement. Comme je l'expliquais, son premier enfant n'avait qu'1 an et demi. Oui. Donc elle continuait à allaiter. Voilà. Nous aurions appris qu'elle était enceinte même des jumeaux avant l'assassinat. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Oui, non, j'ai entendu ça. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Alors, même si ça a été évoqué à plusieurs reprises, nous avons juste choisi de ne pas se prononcer là-dessus. Voilà, de ne pas se prononcer là-dessus. Ce n'était pas le plus important. Non. Elle n'était pas enceinte. Non, elle n'était pas enceinte. Voilà. Alors, nous allons revenir sur les causes de la violence conjugale en famille. Mais bien avant, vous êtes aujourd'hui acteur de la lutte contre la violence faite aux femmes. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est la situation de la petite sœur qui vous a fait basculer dans la lutte contre la violence faite aux femmes ou la violence conjugale? Alors oui, il faut savoir, à l'époque, la violence conjugale, on en entendait parler, on n'en connaissait pas du tout la profondeur, et c'est avec le départ de Mariam que j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages. Et c'est là que j'ai compris effectivement qu'il y avait énormément de Mariam cachées qui ne s'exprimaient pas sur le sujet, parce qu'il y a une omerta autour de cette question de violence, donc qui vivait véritablement le calvaire. Et au-delà des témoignages que j'ai reçus, il y a certaines qui appelaient à l'aide, parce qu'elles ne voulaient pas vivre ce que Mariam avait vécu. Pour beaucoup, ça a été un déclic. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à accompagner les femmes victimes. Il y en a énormément. On n'en parle pas, ce n'est pas diffusé, ce n'est pas... Voilà, et même quand on organise des cérémonies, des sessions d'information, elles ne viennent pas, elles ont toujours peur de venir s'exprimer, mais elles sont très, très nombreuses. Voilà. Très nombreuses. Très nombreuses. Quelle est la cause? Ou quelles sont les causes, les véritables causes d'une violence conjugale? Alors, les causes sont diverses et variées. Vous savez, vous avez une des causes qui est la forte consommation d'alcool, vous avez les drogues légères, les drogues dures, vous avez le stress. Beaucoup de Maliens sont stressés, dépriment, et puis des Maliens et puis autres, parce que la violence n'est pas qu'au Mali, mais... et ensuite, c'est la pauvreté qui stresse ou le manque? Alors, il y a énormément de choses qui stressent. Bien entendu. Jusqu'à la violence conjugale. La pression sociale, l'économie. Oui, il y a énormément de facteurs qui peuvent causer le stress. Il y a des personnes qui sont victimes aussi qui ont des problèmes psychologiques. On n'en parle pas, on en parle peu. Ou voilà, ils ne se font pas dépister, donc on a juste le sentiment que c'est leur nature qui est ainsi. On n'en parle pas beaucoup.
Donc, il y a la pression, le volet social aussi, parce que finalement, entre ce qui est accepté socialement, ce qui est accepté traditionnellement, ce qui est accepté au niveau de la religion, on ne sait plus. Finalement, chacun, en fonction de ses intérêts, vont vous dire non, c'est la société qui veut ça, c'est la tradition qui veut ça. Non, il est évoqué dans la religion, mais au final, non. Nous avons compris que finalement, au-delà de ces facteurs souvent qu'on ne contrôle pas, qui sont psychologiques ou liés à l'alcool ou aux drogues, eh ben, il y a cette volonté d'asservir. Cette drogue qui est le pouvoir qui est exercé sur la femme, la toute-puissance, la volonté d'asservir la femme. De dominer. Et donc, tous ces facteurs-là font que voilà, et donc la violence perdure. C'est comme je l'explique. Effectivement, les gens vont vous dire qu'à certains endroits c'est permis, oui, mais fumer aussi est permis, mais tout le monde ne fume pas. Donc voilà, l'argument ne tient pas. Vous savez, les terroristes aujourd'hui, quand ils mènent des exactions et ils commettent des crimes, eh bien, ils le font toujours au nom soit de la religion, soit... Bon, quel est le parallèle? Nous parlons de violence conjugale. Oui. Quel est le parallèle entre... Mais qu'est-ce qui justifie de frapper sa femme, de tabasser sa femme, de la blesser, de l'humilier? Rien ne justifie. Entre griffes, est-ce que les femmes aussi n'ont pas une responsabilité? Alors, les femmes ont une responsabilité, oui et non. Il peut y avoir des cas, effectivement, où voilà, un individu va pousser la chose un peu loin et ça va amener, mais ça représente quoi? Ça ne représente pas 0,2% des réalités. Voilà, c'est minime comparativement à tout ce qui se passe. Oui, il y a eu des cas. Moi-même, j'ai reçu des femmes qui m'ont, dans leur explication, qui m'ont expliqué des choses où j'ai compris qu'elles ont pu pousser le bouchon un peu loin. Oui. Mais ceci ne justifie pas certains actes qui sont commis. Et comme je dis, hein, ce n'est pas représentatif. La responsabilité des femmes. Voilà, vous savez aujourd'hui, quoi que vous fassiez, quoi que vous me disiez, si je vous porte la main dessus, ben, vous allez à la police et puis vous pouvez aller porter plainte et je vais avoir des problèmes. Oui. Et dans l'acte de mariage, rien ne protège l'homme contre voilà, les coups qu'il pourra donner à sa femme. Rien ne le protège comme une assignation à la justice pour coup porté sur une femme. Rien ne le protège au niveau de la loi. Elle est protégée tout autant que vous êtes protégé. Donc c'est pas parce que je suis marié, c'est pas parce que c'est ma femme que j'ai un droit de porter la main sur elle. Donc, très bien. Donc, mis à part toutes ces causes que vous avez citées, sûrement et sans doute, il y a des conséquences. Et sur la femme, par exemple, Mariam Diallo, le cas de Mariam Diallo, et l'autre, elle est décédée. Mais il y a certaines qui ne sont pas décédées, mais qui gardent des cicatrices. Absolument. Des conséquences. Absolument. Est-ce que nous pouvons parler de ces conséquences? Oui, elles sont nombreuses et variées. Hein. Vous savez, de toutes les façons... je vais prendre la population malienne, hein, parce que c'est celle que je connais le mieux. La plus grande frange de la population, ce sont les femmes. Oui. Et c'est aussi la frange la plus importante, parce que c'est elle qui s'occupe de nos maisons, c'est elle qui s'occupe de l'éducation de nos enfants, c'est elle qui gère le ménage, le social, elles vont travailler. Donc en réalité, elles subissent déjà en dehors du foyer énormément de pression à l'intérieur du foyer, mais donc quand elles doivent subir aussi la pression du mari, des coups, des insultes, de la violence psychologique, ça devient énorme, et forcément ça va jouer sur la rentabilité de la société, ça va jouer sur leur rentabilité au niveau de l'éducation des enfants, ça va jouer sur leur capacité à pouvoir œuvrer dans la société. Et donc oui, effectivement, c'est un effet boule de neige, et c'est terrible, hein, c'est terrible. On n'en parle pas, mais les hôpitaux, tous les jours, voient ces femmes victimes passer. Elles sont obligées d'expliquer que non, bon, elles sont tombées ou elles se sont battues avec des amis à elles ou ce genre de choses-là. Mais c'est assez gravissime. Aujourd'hui, le phénomène gagne du terrain. Qu'est-ce que nous devons faire,
Nous savons déjà que vous êtes dans Ouais. la lutte contre la violence, contre le phénomène en général, en temps normal. Ouais. Mais qu'est-ce que nous devons faire? À part ce que vous faites, qu'est-ce que les uns et les autres doivent faire chez eux? Alors, le phénomène gagne du terrain pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que avant on n'en parlait pas. Donc, on avait l'impression que ça ne se passait pas ou Ça n'existe même pas. oui, ça existait, mais ce n'était pas au niveau que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que les langues se délient. Les réseaux sociaux permettent de s'évader diffuser sur des choses. diffuser l'information. Et beaucoup plus de gens en parlent maintenant parce qu'il y a des gens voilà, comme vous et nous qui en parlent beaucoup plus. Ouais. Mais il faut savoir aussi que la situation socio-économique, culturelle du pays aussi favorise la violence faite aux femmes. C'est-à-dire vivre aujourd'hui est de plus en plus dur sur un chef de famille. La pression sur les chefs de famille, sur les ménages est beaucoup plus importante. La situation sécuritaire est difficile, la situation économique est très très difficile. Vous voyez dans la circulation, on ne respecte plus rien. Il y a une dépravation des mœurs. Le système éducatif n'est plus à hauteur de ce qu'il était. Donc tout cela concourt justement à aggraver ce qui se passe au niveau des violences. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Djoliba TV News, vous êtes dans l'émission Fait marquant qui retrace les faits notables, saillants, singuliers et éblouissants de notre société ancienne et contemporaine. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons de la violence conjugale, la violence faite à la femme ou la violence basée sur le genre. Et le cas précis de l'assassinat de Mariam Diallo, nous avons le grand frère de Mariam Diallo qui est en studio avec nous, qui est sur ce plateau de Fait marquant. Alors, nous poursuivons notre débat. Monsieur Cheikh Tidiane Diallo, je vais revenir un peu sur Mariam Diallo. Aujourd'hui, elle n'est plus là. La famille, le mari est en tôle. L'enfant, comment se porte-t-il? Alors, aujourd'hui, l'enfant est avec moi. Il est avec nous. Et depuis, ça va 2 ans, il a l'air de trouver un certain équilibre. Pour le moment, ça va. Il a une vie d'un enfant normal de son âge. Il a eu 8 ans récemment et il va à l'école, il a des copains. Ça va, il est dans une famille aimante, il est très très bien entouré, non seulement par nous, mais par les amis de ma défenseur, par la famille élargie. Donc véritablement, tout le monde travaille à lui apporter un cadre propice justement pour qu'il puisse évoluer dans les meilleures conditions. Mais après, on ne sait pas ce que va être l'avenir. Il pose beaucoup de questions, il a déjà eu un certain nombre de réponses. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va avoir d'autres éléments d'appréciation. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer au jour le jour. Mais vous, à votre niveau, vous essayez, tant que possible, en tout cas, de lui donner, de rassurer son avenir. Oui, on fait tout ce qu'on peut. Il n'y a pas que moi, mais je pense que tout le monde concourt à cela. Il est dans un cadre propice à cela. Mais ensuite, voilà, il faut toujours... au fur et à mesure des événements, il va falloir que on réajuste peut-être un certain nombre de choses. Il fait quelle classe aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, il est au CE2. CE2. Voilà, il est au CE2 en 4e année. Voilà. Ok, nous tendons vers la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot? Mais écoutez, voilà, nous continuons d'œuvrer parce qu'il y a un certain nombre d'étapes. Vous savez, sur 100 femmes qui vont venir vous parler de leurs problèmes conjugaux, sur 100 victimes de violences conjugales, il n'y a peut-être que 5 qui se retrouvent au niveau juridique. Les autres orientations, on essaye socialement de les encadrer, on essaye de les mettre en relation avec des structures qui s'occupent de ces gens, avant que ça aille à un niveau juridique. Et sur 5 dossiers juridiques, il y en a 3 qui vont désister, 2 qui vont... Tous ne parviennent pas. Oui, parce qu'il y a toujours une pression sociale qui
qui est là, qui, à un moment donné, elles ont la volonté d'y aller, mais ensuite, on ne les pousse jamais à ça. C'est-à-dire qu'on n'encourage personne à divorcer, mais on leur explique les tenants et les aboutissants, on les accompagne, c'est elles qui prennent leurs décisions. Dès lors qu'elles veulent quitter le foyer, on les accompagne dans ce volet. Donc, il est important aux uns aux autres de s'exprimer, d'en parler, pas nécessairement aux associations, mais il faut en parler à la famille, aux amis. Il faut partager et au besoin contacter. Il y a plusieurs associations qui travaillent dans le cadre de la lutte contre les victimes. Il y a WILDAF, il y a la PDF, il y a l'association de lutte contre les violences. Il y a la ERA Fondation de Maître Nadia qui travaille énormément justement pour accompagner les victimes. D'abord pour qu'elles puissent se retrouver avant et après. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Tidiane Diallo. Je vous en prie. Merci de partager toutes ces expériences avec nous. Tout ce que vous venez de partager avec nous, nous les avons reçus. Et j'espère, chers téléspectateurs, que vous aussi, vous avez compris la violence basée sur le genre, le cas précis de l'assassinat de Mariam Diallo, dont nous avons reçu le grand frère. Une fois encore, merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous.